Bonjour chers téléspectateurs de la TFC, bienvenue au journal, voici les titres. Iran, une jeune iranienne se convertit grâce à une station chrétienne par satellite. Au Kenya, le gouvernement kényan a interdit les manifestations dans les 3 principales villes du pays, le fief de l'opposition. En Palestine, le mouvement islamique Hamas et son rival palestinien du Fatah ont enfin trouvé un accord. Aux États-Unis, Donald Trump contre les médias américains, 9 millième épisode. Le président des États-Unis a contesté mercredi des informations données par la NBC. De nouveau sur le plateau, commençons par les actualités chrétiennes en Asie centrale. Pendant la grande fête qui marque la fin du pèlerinage à la Mecque pour les musulmans, des chrétiens ont croisé 2 musulmans qui préparaient le sacrifice animal en prévision de la célébration du lendemain. Une rencontre qui va transformer la vie de l'un d'entre eux. Alors qu'Omar et Salahi, 2 bouchers de profession et musulmans d'Asie centrale, s'apprêtaient pour le sacrifice d'un bœuf, un incident s'est produit et la bête a malheureusement blessé mortellement Omar. Salahi, aux cheveux de son coéquipier, pendant 4 jours, a reçu la visite d'un ange qui lui a parlé de la part de Dieu. Après cela, l'ange conduisit Salahi dans une communauté chrétienne chez le pasteur Marcy, avec qui il accepta Jésus comme Seigneur et Sauveur. En Iran, une jeune Iranienne se convertit grâce à une station chrétienne par satellite. Alors qu'elle allumait son téléviseur, Fatima, qui songeait au suicide, a entendu la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Touchée par le message d'espoir qu'elle a entendu, elle s'est mise à pleurer. Elle a alors téléphoné à l'équipe de suivi des lames qui lui a partagé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Suite à cette conversion téléphonique, Fatma assoiffée a donné sa vie au Seigneur. Au Sri Lanka, où le bouddhisme constitue la principale religion avec environ 70% de la population, la minorité chrétienne souffre du nationalisme religieux qui sévit dans le pays, mais aussi du totalitarisme du pouvoir. La National Christian Evangelical Alliance Sri Lanka, NCEASLA, vient de lancer un appel d'urgence au gouvernement en l'invitant à engager des procédures contre les attaques toujours plus fréquentes perpétrées par les extrémistes bouddhistes contre les chrétiens, les musulmans et les hindous. Depuis l'entrée en fonction du nouveau président en 2015, plus de 190 attaques contre les minorités religieuses et leurs institutions ont été enregistrées. Le chiffre noir est bien plus élevé. C'est tout pour l'actualité chrétienne. Dans l'actualité du monde, allons en Afrique, au Kenya. Le gouvernement kényan a interdit les manifestations dans les 3 principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, le fief de l'opposition. Le ministère de la Sécurité intérieure, Fred Matiang'i, estime que les organisateurs de manifestations seront tenus pour responsables de tout dommage. Le pays fait face à des tensions depuis que la Cour suprême a annulé les résultats des élections présidentielles du 8 août dernier. Le principal leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait de la nouvelle présidentielle prévue en octobre. Ses partisans, eux, multiplient les marches de protestation. La suite en images. Il est désormais interdit aux Kenyans de manifester dans le centre des 3 principales villes du pays. En effet, le gouvernement a interdit tout rassemblement à Nairobi, Mombasa et Kisumu, le fief de l'opposition, après les violents heurts et affrontements qui ont secoué le pays ces derniers jours. Citant la loi sur l'ordre public, le ministre de la Sécurité intérieure a déclaré que l'interdiction visait à protéger les Kenyans et leurs biens, ajoutant que les organisateurs de manifestations seraient désormais tenus responsables de tout dommage. Le pays est divisé depuis que la Cour suprême a annulé les résultats de la présidentielle du 8 août dernier. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait du nouveau scrutin prévu le 26 octobre prochain et depuis, ses partisans multiplient les marches de protestation. Dans le reste du monde, en Palestine, le mouvement islamique Hamas et son rival palestinien du Fatah
ont annoncé jeudi un premier accord sur les thèmes concrets de leur réconciliation après une décennie de déchirements dévastateurs et doivent en dévoiler les termes au milieu de la journée au Caire. Dans ce qui serait une manifestation spectaculaire de ce rapprochement, le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra à Gaza dans moins d'un mois. Ce serait la première visite de M. Abbas dans la bande de Gaza depuis 2007. Détail dans le reportage. Il a fallu 10 ans et la médiation de l'Égypte, mais cette fois c'est fait. Le Hamas et le Fatah sont parvenus à un accord. C'est le résultat de 2 jours de tractations à huis clos au Caire entre les deux mouvements palestiniens. Aucun détail n'a encore filtré, mais signe tangible de ce rapprochement annoncé la semaine dernière. Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra à Gaza d'ici un mois, une première depuis 2007. Le mouvement islamiste gouverne la bande de Gaza depuis qu'il a évincé l'autorité palestinienne au prix d'une quasi-guerre civile avec le Fatah. L'autorité est dominée par ce Fatah laïque et modéré. Elle n'exerce plus son pouvoir que sur la Cisjordanie. Sous pression, le Hamas a accepté en septembre le retour à Gaza de l'autorité palestinienne. Ces divisions sont considérées comme un des principaux obstacles à un règlement du conflit israélo-palestinien. Aux États-Unis, c'est un coup rude pour l'agence onusienne en difficulté financière et à la veille de l'élection d'un nouveau directeur général. L'UNESCO va perdre 2 membres, les États-Unis et Israël. Ce sont les États-Unis qui ont en premier notifié le retrait de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Retrait qui serait effectif à compter du 31 décembre 2018, conformément au statut de l'UNESCO. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour sa part donné pour instruction au ministère des Affaires étrangères de préparer le retrait d'Israël de l'organisation parallèlement aux États-Unis. Suivons le reportage. Les États-Unis quittent l'UNESCO. Ils accusent l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture d'être anti-israélienne. Washington souhaite garder un statut d'observateur après le 31 décembre 2018, date effective du retrait. La directrice de l'institution basée à Paris regrette profondément le retrait américain. Je voudrais rappeler aux Américains, dit-elle, que sur la liste de l'héritage mondial, il y a la Statue de la Liberté. Ça signifie quelque chose, pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier, avec un message très fort. Emboîtant le pas aux États-Unis, Israël a immédiatement aussi annoncé son retrait. La goutte d'eau, c'est la décision en juillet de l'UNESCO de déclarer la vieille ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, zone protégée du patrimoine mondial. Les États-Unis, grand allié d'Israël, avaient déjà pris leur distance avec l'UNESCO. Ils avaient ainsi arrêté de participer à son financement en 2011, après que l'agence a admis les Palestiniens parmi ses États membres. Toujours aux États-Unis, le président des États-Unis a contesté mercredi des informations selon lesquelles il aurait évoqué lors d'une réunion cet été une multiplication par 10 de l'arsenal nucléaire américain, s'en prenant avec une extrême virulence aux médias. Selon la chaîne américaine NBC, Donald Trump aurait avancé cette possibilité lors d'une réunion en juillet sur l'état des forces américaines dans le monde, à laquelle participaient les plus hauts responsables militaires du pays, ainsi que Rex Tillerson, chef de la diplomatie. C'est peu après cette réunion, parfois tendue, que Rex Tillerson aurait, selon des témoignages recueillis par NBC, traité le président américain de débile. Le président dans le reportage. La guerre se poursuit entre Donald Trump et les médias de son pays. Cette fois, la cible, c'est NBC. La télévision américaine est dans le collimateur du président. Agacé par un reportage, il menace de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre de la chaîne. Le sujet du reportage, les ambitions nucléaires du locataire de la Maison-Blanche. L'arsenal nucléaire est de 4000 armes. Donald Trump aurait en juillet, lors d'une réunion, émis le souhait qu'il grimpe à 32 000 armes, comme à la fin des années 60. Et NBC ne s'est pas privé de raconter cette histoire.
Les officiels dans la salle lui ont expliqué que non seulement il y avait des contraintes budgétaires pour augmenter l'arsenal nucléaire, mais qu'il y avait aussi des traités internationaux à respecter. Début octobre, Donald Trump avait déjà estimé que NBC était encore plus malhonnête que CNN. La chaîne avait révélé que Rex Tillerson, son secrétaire d'État, l'avait traité de débile. En France, Emmanuel Macron n'a cessé de le répéter depuis son entrée en fonction. La réécriture du Code du travail, actée dans les 5 ordonnances publiées le 23 septembre au journal officiel, ne constitue que la première brique d'un chantier plus global qui ambitionne de rénover le modèle social français. Débute à présent au 2e étage avec les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Les précisions en images. Emmanuel Macron poursuit ses réformes sociales en recevant à l'Élysée le patronat et les syndicats ce jeudi. Avec Jean-Claude Mailly, le numéro 1 de FO, ou Philippe Martinez de la CGT, les discussions ont tourné autour de la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Comme il l'a fait pour la réforme du travail, le président français ouvre le bal de la concertation avant de passer le relais à Matignon et à sa ministre du Travail. C'est la réforme de l'assurance chômage qui risque de cristalliser le plus l'attention. Il est prévu d'étendre le système aux indépendants et à ceux qui ont démissionné. Les syndicats craignent que ces nouveaux droits n'entraînent une baisse des allocations. Côté formation professionnelle, le gouvernement a déjà promis de mettre 15 milliards sur la table sur 5 ans afin de former 1 million de chômeurs de longue durée et 1 million de décrocheurs. C'est-à-dire que toute cette zone-là... Le gouvernement veut simplifier un secteur difficilement lisible où se côtoient de nombreux acteurs. Il compte ainsi réformer le CPF, le compte personnel de formation. Les négociations sont assombries par la grogne sociale ambiante. La CGT a appelé à manifester une 3e fois, le 19 octobre, pour le retrait des ordonnances réformant le droit du travail. Encore en France, une démonstration de force quelques jours après la publication d'un rapport sur les failles dans la sécurité des centrales nucléaires. Face au risque d'attentat, une quinzaine de militants de l'ONG Greenpeace se sont introduits ce jeudi matin dans la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle. Les militants affirment avoir tiré un feu d'artifice à proximité de la piscine de combustible usagé, contrairement à ce que affirme l'exploitant EDF. Voyons les images. Le nouveau coup d'éclat de Greenpeace. Des militants de l'ONG ont pénétré tôt ce jeudi matin dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle avant de tirer un feu d'artifice au pied du bâtiment. Comme à chaque fois, l'objectif est le même, alerter sur le risque autour des piscines de combustible usagé et surtout la vulnérabilité de ces installations. Selon EDF, les 8 activistes ont été rapidement stoppés par les gendarmes et n'ont pas eu accès à la zone nucléaire, ce que viennent contredire ces images. Ce coup de force de Greenpeace intervient quelques jours après la publication d'un rapport d'experts selon lequel les réserves de combustible usé des réacteurs nucléaires d'EDF sont très vulnérables aux attaques. EDF nie que ces réserves sont menacées et affirme qu'elles ont été conçues pour résister aux tremblements de terre, aux inondations et aux attaques terroristes. Continuons en France. Après la fin des voitures diesel, la mairie de Paris s'apprête à annoncer la fin des voitures à essence en 2030. Elle anticiperait de 10 ans ainsi l'objectif du gouvernement de mettre fin aux moteurs thermiques. C'est un comité de pilotage du plan climat de la ville mercredi que les représentants des différents groupes politiques ont découvert la mesure de mettre fin aux voitures à essence en 2030 et avant cela aux voitures diesel en 2024. Suivant le reportage. Dans moins de 15 ans, il pourrait ne plus y avoir de voitures à essence dans les rues de Paris. C'est en tout cas l'ambition de la maire de la ville, Anne Hidalgo, qui a fait de la lutte contre la pollution de l'air l'une des priorités de son mandat. Le plan est en 2 étapes. La fin des véhicules circulant au diesel est fixée pour 2024, la fin des voitures à essence pour 2030. La mairie de Paris précise bien qu'il ne s'agit pas d'interdire, mais de tendre vers cet objectif, sachant que les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers des motorisations électriques.
Les véhicules sont parmi les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Les pics de pollution à l'ozone dans la capitale sont de plus en plus fréquents, obligeant les autorités à mettre régulièrement en place des mesures de restriction, notamment de circulation alternée. Au niveau national, le gouvernement se montre aussi ambitieux en matière de lutte contre la pollution de l'air. Il veut mettre fin à la vente des voitures essence et diesel d'ici à 2040. C'est la fin du journal. Merci d'être resté avec nous sur la TFC. Bonne suite de programme à vous et que le Seigneur vous protège.